un livre qui donne clairement la méthode pour atteindre le succès dans sa vie. Je sais que ça sonne comme du charlatanisme. Honnêtement, quand vous finissez ce livre, vous accueillez vos erreurs avec enthousiasme parce que vous comprenez enfin leur importance et même plus que ça, vous comprenez leur raison d'être. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. J'aime bien partager sur cette chaîne certains principes indispensables à mettre en place selon moi pour réussir sa vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, pour changer un peu, j'ai décidé de vous partager une partie des sources dont je tire ces principes. 5 livres que j'ai lus et que je pense que tout entrepreneur devrait lire. Quelles leçons j'en ai tirées? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Premier livre à lire quand on est entrepreneur. L'effet cumulé de Darren Hardy, évidemment. Darren Hardy qui est entrepreneur, conférencier, auteur. Ce livre fait partie de ceux que j'ai le plus mentionné sur mes réseaux parce que c'est ma lecture la plus récente, mais aussi parce que il est excellent. En fait, c'est un livre qui donne clairement la méthode pour atteindre le succès dans sa vie. Je sais que ça sonne comme du charlatanisme. Évidemment, il n'y a rien de magique, mais il met en évidence le pouvoir de nos actions quotidiennes, surtout celles dont on n'a pas conscience sur l'atteinte ou non de nos objectifs. L'effet cumulé, c'est un principe selon lequel chaque action que vous allez poser aujourd'hui va s'additionner à celle de demain, qui vont s'additionner à celle d'après-demain pour donner le résultat final que vous allez récolter dans X mois, dans X années. Selon quelles actions vous avez mises en place au départ, le résultat sera donc très négatif ou à contrario très positif. Là, je fais un gros résumé, bien sûr, le livre c'est bien plus que ça et il vient également avec un petit cahier d'activité, un petit cahier d'exercice. Donc c'est pas que de la théorie, c'est aussi de la pratique. La meilleure leçon que je tire de ce livre, la plus importante pour moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est qu'il ne sert à rien d'aller à la recherche éperdue de quelque chose, il faut l'attirer à soi. Et pour l'attirer à soi, il faut faire les changements sur soi nécessaires afin d'incarner la personne qui mérite d'avoir ce qu'on recherche. Pour illustrer ses propos, Darren Hardy dit dans le livre que lorsqu'il a voulu se marier, il a fait une liste de toutes les qualités, toutes les valeurs que devait posséder sa future femme, comment elle devait être. On est d'accord que la majorité des personnes s'arrêteraient là, ils prendraient leur liste et iraient à la recherche de cette personne. Mais lui, il a compris que dans la vie, on attire à soi ce qu'on incarne. Donc, il a tracé une deuxième colonne où il a écrit toutes les caractéristiques que lui maintenant devait avoir pour mériter, pour attirer à soi une femme comme ça. Il a travaillé sur toutes ces caractéristiques et il a fini par épouser exactement la personne qu'il recherchait initialement. Et dans la réussite professionnelle, ce principe s'applique aussi. Ce n'est pas quand vous serez milliardaire que vous allez faire de la méditation tous les matins, du yoga 3 fois par semaine, que vous allez lire plus de livres, manger mieux. Vous savez, le mode de vie de riche qu'on nous montre d'habitude. Ce n'est pas quand vous serez à ce stade que vous allez vous comporter de la sorte. C'est dès aujourd'hui que vous allez incarner la personne que vous voulez devenir afin d'obtenir tout ce qu'elle possède. Vous voulez être milliardaire, comportez-vous comme un milliardaire. Faites comme si vous avez tout et vous aurez tout. Je parle plus en détail du pouvoir des habitudes et de quelles habitudes je mets moi en place pour rester sur le chemin du succès dans cette vidéo. Il y a une dernière chose que je voudrais vous partager à propos de ce livre. D'habitude, je n'aime pas trop surligner les phrases dans mon livre parce que je me dis, bon, je l'ai quand même acheté, j'ai pas envie de salir. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi. Mais le problème avec ça, c'est que après, moi, je veux relire certains passages qui m'ont marqué et impossible de les trouver. Donc là, je me suis dit, je vais pas me faire avoir, j'ai surligné toutes les phrases importantes. Le premier passage qui a retenu mon attention et que je voudrais vous lire, n'est même pas dans le livre même, c'est dans les pages remerciements, c'est un message de Tony Robbins. Certes, tout le monde est différent, mais les lois de la réussite sont toujours les mêmes. On récolte ce que l'on sème. On obtient de la vie ce que l'on veut bien y mettre. Si vous voulez être aimé, aimez les autres. Si vous voulez réussir, aidez les autres à réussir. Dans la vie, il faut d'abord donner avant de recevoir. On récolte de la valeur pour soi lorsqu'on a su donner de la valeur aux autres. Et le domaine d'application le plus illustratif ici pour moi, c'est le marketing. Vous voulez que les gens achètent vos produits, s'intéressent à vos services, aidez-les d'abord à résoudre leurs problèmes gratuitement. D'où l'importance de créer du contenu pertinent sur les réseaux sociaux si vos cibles s'y trouvent. Je trouvais que c'était important de dire cela parce que beaucoup de gens ne comprennent pas et font l'erreur d'aller sur Instagram, ouvrir une belle page et de parler de leurs produits H24 sans jamais s'intéresser aux problèmes que leurs cibles rencontrent et comment ils peuvent déjà les aider gratuitement. Second livre à lire quand on est entrepreneur selon moi, La guerre de l'art de Steven Pressfield. À ne pas confondre avec L'art de la guerre qui est un livre totalement différent. Ce livre-ci est idéal pour les créateurs de contenu. Si par exemple vous avez une page Instagram à alimenter, un blog, une chaîne YouTube. Il traite notamment de la résistance à la création et du syndrome de la page blanche. Vous savez quand vous devez poster sur votre compte Instagram et que vous n'avez pas d'idée,
vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas motivé, donc vous reportez la tâche à plus tard. Ça crée de l'inconsistance dans votre stratégie de création de contenu et votre compte Instagram ne décolle jamais, votre blog ne décolle jamais. La meilleure leçon que je tire de ce livre, c'est que la résistance à la création, elle est d'autant plus grande que la tâche est importante. Et surtout, elle intervient le plus au moment où on est très proche d'accomplir la tâche en question. C'est quand vous avez écrit votre article blog qu'il ne vous reste plus qu'à cliquer sur publier que vous avez toutes ces pensées qui vous envahissent et qui vous donnent des raisons de ne pas le faire. Parce que vous êtes sur le point de dévoiler votre travail au monde, donc potentiellement faire face à du jugement, à de la critique. Tout ça, ça fait peur. Et cette peur qui est souvent inconsciente, c'est ça qui vous freine, c'est ça qui vous fait reporter à chaque fois ce qu'il y a à faire et créer de l'inconsistance dans votre stratégie. Dans le livre, vous avez évidemment des remèdes pour combattre cela, notamment le fait d'adopter une posture de professionnel. Quand vous êtes salarié, si votre patron vous tend un dossier et vous dit c'est à traiter pour demain, vous le traitez pour demain et c'est tout. Vous n'allez pas lui dire oh non, je suis fatiguée, je suis pas très motivée, je rends ça la semaine prochaine. Bah non. Alors pourquoi est-ce que dans votre propre business, vous n'appliqueriez pas la même discipline? Quand on est entrepreneur, il faut savoir se dissocier. Vous allez devoir à un moment endosser la posture de manager qui donne les directives et à un autre moment adopter la posture d'exécutant qui fait ce que son manager lui a dit de faire. Cette dissociation-là, elle sera très importante pour faire avancer votre entreprise et notamment vaincre la procrastination. Troisième livre à lire, L'Art de la Victoire par Phil Knight. Ici, c'est pareil que l'effet cumulé. J'ai tellement parlé de ce livre sur cette chaîne que je ne sais même pas si ça vaut encore la peine de le présenter. Mais bon, voilà, il s'agit de l'autobiographie de Phil Knight, le créateur de la marque Nike. Il raconte comment, parti de rien, il a fini par créer son entreprise et l'amener là où elle est maintenant. En fait, c'est un récit de son parcours qui a été très compliqué. J'aime beaucoup ce livre parce que parfois quand on écoute le récit de certains entrepreneurs, ça a l'air tellement simple, ça a l'air tellement fluide. Moi, j'ai déjà parlé avec des entrepreneurs qui m'ont dit « Ah, j'ai lancé ma marque et ça a tout de suite pris. Le matin, je me suis levée, j'ai fait 10 000 ventes, j'ai pas compris. » Bah, tant mieux pour eux, mais moi, je me reconnais pas du tout dans ce récit. Mon parcours est hyper sinueux, à l'instar de beaucoup de gens, je pense. Et ce genre de livre nous rappelle que c'est pas parce qu'on rencontre des difficultés qu'on est bizarre, qu'on fait quelque chose de mal. On vit juste notre propre parcours. On fait de notre mieux sur le moment et cela ne veut absolument pas dire qu'on n'arrivera pas là où on a envie d'être. C'est ce livre qui m'a appris l'importance de s'ancrer dans le présent et de faire de son mieux pour dépasser les obstacles qu'on rencontre maintenant. Certes, c'est très important d'avoir une vision, c'est très important de savoir là où il faut aller, mais parfois c'est aussi facile de se perdre dans cette vision-là et d'oublier que c'est les tâches qu'on accomplit aujourd'hui, c'est les obstacles qu'on franchit aujourd'hui qui vont nous emmener plus tard là où on veut être demain. Je sais pas si c'est clair. De plus, c'est un livre qui relaxe les défis d'un type d'industrie spécifique. On entend souvent parler d'entrepreneurs dans la technologie par exemple. Mais bon là, c'est des chaussures quoi. Et c'est bien parce qu'il a des similitudes avec le monde de la cosmétique. Moi, je me suis pas mal reconnue dans certains passages avec les galères fournisseurs, avec le fait d'être une petite marque et du coup avoir un pouvoir de négociation qui est moindre avec certains partenaires pour de la sous-traitance par exemple, l'achat de matières premières. Il parle également de gestion de la trésorerie. Il est vraiment transparent avec les difficultés qu'il rencontrait à l'époque et ça, je trouve juste que c'est le niveau de motivation, d'inspiration, le symbole de persévérance ultime. Vous lisez ce livre, vous êtes gonflé à bloc. C'est l'un des livres qui m'a le plus marqué. C'est peut-être mon livre préféré. Quatrième livre à lire, Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Il fut un temps, j'avais un gros problème avec l'échec. Ça m'était insupportable. Il fallait que j'ai tout du premier coup, il fallait que tout soit parfait. Ma coach en développement personnel de l'époque m'avait surnommée Madame Parfaite. Mais la vérité, c'est que la réussite ne se trouve pas dans la perfection, qui n'existe d'ailleurs pas. La réussite se trouve dans l'échec, dans l'erreur, dans la compréhension de pourquoi ça n'a pas marché et dans la persévérance. Et ce livre explique exactement pourquoi. C'est presque un recueil du parcours de plusieurs personnalités différentes, des philosophes, des sportifs, des entrepreneurs. Il met en évidence les moments d'échec dans leur parcours et en quoi ces échecs ont joué un rôle décisif dans leur succès fulgurant par la suite. Il cite notamment l'exemple de Steve Jobs. Vous connaissez probablement l'histoire. Après avoir fondé Apple et que cette entreprise rencontre un énorme succès, Steve Jobs se fait renvoyer de sa propre entreprise. Ça, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'échec. Mais il était devenu arrogant, il n'écoutait plus ses collaborateurs. Et à force de ne plus douter de lui, de ne plus se remettre en question, il avait perdu sa créativité. Et c'est là que vous arrivez à un moment où vous ne pouvez plus évoluer en tant que personne. Du coup, Steve Jobs a lui-même expliqué par la suite
que même si au départ il l'a mal pris forcément, ça a été la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Ça l'a libéré, ça l'a fait entrer dans l'une des périodes les plus créatives de sa vie. Il s'est recentré sur lui, a racheté Pixar, devenu pionnier dans l'animation graphique. Ils ont le succès qu'on connaît aujourd'hui, par exemple avec la production des animations comme Toy Story ou Le Monde de Nemo. D'ailleurs, le youtubeur Sofiane a fait une vidéo super intéressante et super instructive sur le sujet. Et pendant que Steve Jobs se retrouvait, qu'il faisait ces petites choses, Apple ne connaissait que des déboires. Et c'est comme ça que 12 ans après l'avoir renvoyé, ils l'ont rappelé pour qu'il reprenne son poste de président de la société. Grâce à sa créativité, grâce à son humilité retrouvée, il a remis Apple sur la bonne pente. Si au début, il n'avait pas été renvoyé, qu'il n'avait pas retrouvé sa créativité, qui sait, peut-être que Apple aurait connu des déboires, il n'aurait pas eu l'ingéniosité de redresser son entreprise. Donc les vertus de l'échec, c'est tout un tas de récits comme ça, sur des succès fulgurants, mais en quoi ils ont été nécessaires pour la réussite des personnes qui les ont vécus. Honnêtement, quand vous finissez ce livre, vous accueillez vos erreurs avec enthousiasme, parce que vous comprenez enfin leur importance, et même plus que ça, vous comprenez leur raison d'être. 5e livre, Influence et manipulation de Robert Cialdini. Bon, le titre peut paraître un peu négatif parce qu'il y a le mot manipulation, mais ça traite de la psychologie humaine et des principes de la persuasion. Pourquoi les gens agissent comme ils agissent, ce qui est intéressant de maîtriser lorsqu'on veut vendre un produit. Pourquoi est-ce que les gens achèteraient vos produits plutôt qu'un autre? Quel levier marketing mettre en place? L'auteur a recueilli plusieurs expériences psychologiques, sociales et il explique le comment du pourquoi à chaque fois. Par exemple, il raconte un événement qui s'est passé, je pense, aux États-Unis. Une femme s'est fait poignarder à de multiples reprises dans un quartier qui était bien fréquenté. Les voisins étaient à la fenêtre, ils ont assisté à toute la scène, mais personne n'est venu la sauver. D'autant plus que l'agression a duré un bon moment puisqu'elle a couru en fait dans tout le quartier. En essayant de se sauver, elle appelait à l'aide, mais personne n'est venu. C'est un peu la même histoire dans beaucoup de sociétés occidentales, quand par exemple vous vous faites agresser dans le bus et que personne ne réagit. Donc l'auteur s'est demandé, mais qu'est-ce qui fait ça? Comment est-ce que c'est possible? Et il n'a pas été le seul à se poser la question, d'ailleurs des études ont été menées. Alors il y a plusieurs principes psychologiques qui interviennent ici. L'un d'entre eux, c'est notamment que plus un événement va être partagé par un grand nombre de personnes, plus la pression que chacun ressent, plus la responsabilité que chacun porte va être petite. En gros, si on vous vole votre sac à main dans la rue et que vous criez à l'aide, chaque passant va se dire « l'autre aussi t'a entendu crier, donc je me sens moins coupable de ne pas t'aider ». La responsabilité est partagée entre nous tous. Du coup, il sera moins susceptible de passer à l'action. Par contre, si on vous vole votre sac à main, que vous attrapez le bras de quelqu'un, que vous lui dites « vous, aidez-moi », là, vous remettez la responsabilité sur cette seule personne. Elle se sent plus concernée par la situation et elle sera plus encline à vous aider. Ce type d'événement fait également intervenir le fait de copier le comportement des autres. Si vous criez à l'aide et qu'une seule personne décide de vous aider, vous allez voir que petit à petit, tout le quartier va se mobiliser. C'est comme ça qu'on fonctionne en tant qu'être humain, on reproduit ce que font les autres. Et ce principe, il peut être transposé au marketing. Si vous vouliez qu'il y ait plus de monde dans votre restaurant, vous allez placer les clients qui sont déjà là à la fenêtre pour que les passants les voient et fassent comme eux. Il y a toujours la queue devant un restaurant qui est déjà bondé. Par contre, personne ne va manger dans le restaurant vide d'à côté. S'il ne fallait choisir qu'un livre dans tous ceux que j'ai cités, je dirais celui-là. L'effet cumulé, je trouve que c'est un bon résumé de ce qu'il y a à savoir pour se conditionner à la réussite. Il y a des techniques selon moi extrêmement importantes à connaître et à implémenter au plus vite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Dites-moi en commentaire quel livre vous me recommanderiez vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type, je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!